Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième de la pensante de Tristan. Merci pour vos retours des trois premières vidéos. La dernière a suscité chez quelques-uns d'entre vous des réactions, donc ça m'a fait plaisir de discuter avec certains, surtout sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai encore une question d'un internaute. Et juste pour la petite parenthèse, on a beaucoup rigolé de moi parce que j'ai utilisé le mot internaute. Et donc ça fait apparemment très vieille France, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai la moustache. Voilà, je m'auto-punis. Le seul travail qui est proposé dans cette pensante, et dans toutes les pensantes, c'est pas de défendre un point de vue. J'en ai un, mais je pense qu'il n'est pas très important. Je crois que ce que j'ai... Enfin, il n'est pas très important. Il n'est pas très important dans l'optique de ces vidéos, où l'intérêt est d'essayer de développer une pensée. C'est assez difficile parce que j'essaie justement de mettre de côté mes propres opinions et de voir un peu ce qui peut être pensé, même si mes opinions sûrement transparaissent. Mais surtout, ça vous permet aussi d'avoir la possibilité de penser avec moi et de ne pas vous diriger dans une certaine pensée. Et donc, je suis content d'avec vous, participer à ce processus de la pensée. J'espère que penser ça vous plaît et on va tout de suite attaquer la première question. La rentrée du 11 mai, une mesure raisonnable, point d'interrogation. On voit qu'il n'y a aucune ligne de conduite en fait entre le discours du président d'il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, et le discours du Premier ministre hier. Voilà, donc raisonnable. Les politiques, ils utilisent souvent le mot raisonnable. Ils disent, moi monsieur, je suis centré sur la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est le réel, et donc j'ai besoin d'arguments raisonnables. Je crois que beaucoup utilisent le mot raisonnable, c'est un mot qui fait un peu autorité. Quand quelqu'un s'exprime, il dit, moi j'essaye d'être raisonnable, c'est-à-dire j'essaie de réfléchir de manière logique. Telle chose entraîne telle autre, et puis provient de telle cause, donnera telle conséquence. Bon, la politique, ça implique justement de faire des choix sur le traitement en fait de la situation pour proposer une action qui aura certaines conséquences. Dix raisonnements tout à fait raisonnables dans ce sens-là, c'est-à-dire logique, structuré, ça peut conduire à 10 différentes mesures. Et donc si par raisonnable on entend ça, oui, on peut dire que sa mesure alors, pour le 11 mai, est raisonnable. Si on essaie de voir au niveau de la cohérence de faits, ils nous ont dit une chose il y a une semaine, une nouvelle cette semaine, une autre qui contredit celle-là il y a 3 semaines, etc., etc. Je crois que ils peuvent se passer de moi pour voir un peu toutes les incohérences qu'ils ont dans leur discours, et je suis sûr que vous avez le temps de bien les regarder aussi. Nouvelle question, c'est très politique aujourd'hui. Est-ce qu'à la prochaine présidentielle, Macron pourrait être réélu par les citoyens français? Je ne sais pas si Macron sera réélu. On voit depuis Sarkozy, et même avant avec Chirac, et encore aujourd'hui enfin hier avec Hollande et aujourd'hui avec Macron, qu'il y a quand même une succession. Bon, alors Chirac a été élu 2 fois, mais après lui, alors on va dire après lui, il y a une succession d'hommes politiques présidents de la République qui sont immédiatement, mais, et justement pour le coup, je crois, contestés dès qu'ils sont en fonction, parce que d'abord ils ne respectent pas leurs promesses, parce qu'ils mènent des politiques qui sont impopulaires parce qu'elles ne correspondent pas en fait au désir de la majorité des Français. Et donc ils se font souvent dégager, ça a été un des mots qui avait été utilisé pendant la campagne de 2017, se font souvent dégager par ceux qui vont leur succéder. Et jusqu'à présent, on se rend compte que ceux qui leur succèdent reproduisent ce schéma. Et les Français continuent à s'illusionner en votant pour ces gens-là, au nouveau successeur qui enfin va lui incarner la fonction présidentielle comme on voudrait qu'il l'incarne, hein, parce que le désir caché, je crois, des Français aussi, que l'exécutif soit populaire en fait, qu'on apprécie les réformes qu'il prend et les lois, etc. Macron réélu, donc, ce serait quelque chose d'extraordinaire. On ne pouvait pas imaginer en 2015, par exemple, François Hollande à nouveau élu. Il a quand même eu cette classe de ne pas se représenter, quoi. Il savait que c'était fichu. Donc, merci quand même, hein, François. Mais là, on pourrait croire que c'est pareil, sauf que en jouant avec l'opinion, en jouant avec les médias,
on n'est plus dans un rapport politique, on est dans un rapport de calcul politique pour arriver avec l'adversaire rêvé à l'élection, pour que vraiment on mette de côté toutes les oppositions pour entrer juste dans un duel et puis être élu encore comme ça. Enfin, je veux dire, même si on est tous au courant que le duel Macron-Front National, s'il avait à nouveau lieu, c'était une mise en place opérée par Macron, je crois qu'il serait quand même encore réélu. Alors sûrement avec un peu moins de voix que la dernière fois, sûrement avec plus d'abstention aussi, mais ça marcherait encore un coup. C'est à chacun, dans la mesure de ce qu'il peut faire, de réfléchir et d'agir en choisissant quelqu'un, une forme de représentation des Français qui viennent un peu en rupture avec ce système peut-être. C'est un peu maringaine aussi de dire ça parce que je me rends compte que j'utilise encore le mot système, mais vous avez tous compris ce que je veux dire par là. Donc système financier et promotionné par les médias de masse. Et donc du coup, c'est comme arrêter de fumer quoi. Les fumeurs ont envie d'arrêter de fumer de manière générale. Enfin, je veux dire, j'ai rarement... Enfin si, on en rencontre des fumeurs qui disent «Ah mais moi je m'en fous, je fume et tout». Mais quand même, tous les fumeurs sont conscients des méfaits, par exemple, que ça peut leur causer leur santé. Et du coup, ils ont quand même, dans la majorité, envie d'arrêter de fumer. Mais c'est pas pour ça qu'ils arrêtent. Et donc du coup, on peut dire «Ah, ce système me casse les bonbons». Mais bon, tant que les gens vont pas faire l'effort d'arrêter, vont juste laisser aller la pente lentement, doucement, comme la chute de Coupeau dans l'Assommoir. Donc la seule possibilité, c'est effectivement que les gens aient envie que ça change, mais envie que ça change implique qu'ils fassent les efforts personnels de pensée, d'action pour que ça change. Parce que c'est trop facile de dire ça va changer. Ça va changer parce que je vais élire celui-là, ça va changer parce que ça doit changer. Attendez, avec le coronavirus, on se rend compte qu'on ne pourra plus avoir le monde d'hier, demain. Bah, c'est du blabla tant que individuellement on ne fait pas cet effort de dire ok, comme celui qui arrête vraiment de fumer, il fait vraiment un effort. Celui qui arrête de voter, c'est dans cette continuité d'une peut-être tristesse assez forte, bah, il doit faire un effort aussi. Donc bon courage. La question est donc la suivante. Est-ce que pendant ce confinement, l'art et la création sont, selon moi, en danger? Dans n'importe quelle contrainte, on peut exprimer quelque chose. Donc ça peut être une représentation du monde belle, l'art par exemple. Enfin, ça, ce serait même presque la définition d'une œuvre d'art. Mais on peut représenter quelque chose et on peut essayer de faire quelque chose de beau. Et donc, la contrainte confinement, je ne crois pas qu'elle mette en danger une quelconque possibilité de création. Au contraire, enfin, je pense par exemple à Nelson Mandela qui est resté plus de 30 ans, je crois, dans sa prison. Ça ne l'a pas empêché de réfléchir à une politique, à croire en son avenir et quelque part de créer jour après jour une pensée, un raisonnement, et voilà. Que la contrainte n'est pas forcément briseuse de création, briseuse de liberté, briseuse d'art du coup. L'art, alors l'art c'est un grand mot, mais je dis l'art c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui il prend énormément de déclinaisons. Beaucoup de gens sont artistes, parce qu'en fait beaucoup de gens peuvent écrire, beaucoup de gens peuvent être lus, beaucoup de gens peuvent dessiner, beaucoup de gens peuvent faire des films, beaucoup de gens peuvent faire des peintures, je l'ai déjà dit peut-être. Enfin, en tout cas, on a accès à énormément de possibilités d'expression artistique. Et donc, de ce fait, avec Internet, de le diffuser. Et peut-être que le confinement peut nous aider à prendre du temps. Alors, fou là là, en disant ça, je me dis attention, attention toutefois, parce que par exemple, avec le confinement, on assiste aussi à un déferlement sur les réseaux sociaux d'artistes en herbe. Donc on a une dose incroyable d'informations de gens qui font des choses artistiques, et enfin prétendues artistiques, voilà, ou artistiques au sens juste basique, peindre, écrire, sans parler de quelconque qualité, bonne ou mauvaise que ce soit. Mais bon, peut-être que le confinement, en tout cas pour des projets qui doivent s'inscrire dans un temps donné, étant donné que les commandes, etc., sont repoussées, ça peut obliger les artistes à prendre le temps de réfléchir à un projet qui vont élaborer sur la durée. Voilà. Donc je pense qu'aussi on peut distinguer le pseudo-art, on peut l'appeler comme ça, entre nous là, et on peut en discuter. Le pseudo-art qui consiste à produire rapidement, spontanément plein de choses, d'une œuvre
artistique qui, elle, prend un peu plus son temps. Et du coup, le confinement pourrait permettre effectivement cette prise de distance par rapport à l'immédiateté. Cela dit, les artistes, ceux qui réalisent des œuvres d'art, prennent leur temps. Ils vivent de manière dédiée à leur art. Donc, ils n'ont pas besoin du confinement pour ne pas en faire, ni besoin du confinement pour en faire de l'art. Question en corrélation avec la première, est-ce que le confinement va faire un tri entre les pseudos, ce qu'on a appelé les pseudo-artistes et les artistes? Bon, confinement ou pas, les réseaux de communication, Internet et de diffusion sont très développés. Ils sont aussi déjà sous contrôle. Je connais un peu le milieu du théâtre, par exemple, ou du cinéma. Il y a une industrie qui existe, que ce soit dans le théâtre ou le cinéma. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en caricaturant, disons que le réseau existe déjà. Et voilà, et donc il a ses habitudes aussi. Et là, on parle d'œuvres qui prennent des fois plus leur temps que les pseudo les œuvres qu'on peut trouver sur Internet. Est-ce que le tri va être différent? Je sais pas, peut-être. Est-ce que peut-être dans cette période, des directeurs de théâtre, des producteurs de films vont prendre le temps de lire des scénarios auxquels d'habitude ils consacrent pas autant d'énergie, de temps, de durée? Est-ce que au théâtre, la même chose, plus de dossiers vont être lus et on va peut-être tomber sur quelque chose de différent? Bon, c'est possible. Maintenant, encore une fois, attention, les plannings du coup là sont hyper resserrés, enfin pas resserrés, mais du coup explosent avec le confinement. Et, euh, et donc tout ce qui était censé être prévu avant, est-ce que ça va être remis après? Que ce soit la mise en place de production de films ou spectacles. Bon, je prends ces deux domaines parce que je les connais un tout petit peu, mais bah, je sais pas. C'est-à-dire que effectivement, un producteur prenne son temps pour voir d'autres choses, mais ça peut être aussi, bon, il faut aller au plus pressé. Et donc au contraire, en fait, ça pourrait être presque un retour en arrière où on va d'abord épuiser tout ce qu'on avait à épuiser d'avant le confinement pour continuer sur la même lancée ensuite. Finalement, je crois que ce qu'il y a peut-être derrière cette question, c'est la question de est-ce que ce sont les meilleurs projets qui sont ceux qui nous sont proposés? C'est-à-dire, est-ce que nous voyons les meilleurs films que nous puissions voir? Est-ce que nous voyons les meilleures pièces, les meilleurs tableaux à un moment donné? Bah, c'est difficile à dire parce que l'art prend du temps. En tout cas, sa réception, c'est-à-dire l'œuvre, elle arrive à un moment précis. Bon, voilà, on sait que certains musiciens, peintres ont été reconnus seulement après leur mort. Je ne sais pas si on peut en dire de même en ce qui concerne les auteurs enfin, pas les auteurs, mais les réalisateurs, par exemple, de films. Parce que le film est reçu à un moment donné très précis de l'histoire et il est apprécié ou non. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même le temps du retour entre la naissance de l'œuvre, j'entends naissance, alors pas la naissance de l'œuvre, il y a une idée d'un temps de prise de recul entre les spectateurs, le public, celui qui va voir, être témoin de la création artistique et de sa nomination en tant qu'œuvre d'art. Je pense que c'est même plus difficile aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de rapport avec le confinement, mais en fait, si plus il y a de brouhaha, plus il peut sembler difficile de faire émerger une œuvre plus qu'une autre. Mais je crois que quand une œuvre d'art se manifeste, elle fait disparaître un peu les autres. En tout cas, elle les rend silencieuses pendant un certain temps. Nouvelle question d'un internaute. Désolé, mais moustache, donc ça va. Que pense Batman du coronavirus? On va essayer de répondre en réfléchissant à Batman. Batman, c'est quoi Batman? Batman, c'est un riche qui a perdu ses parents, riche orphelin donc, qui a perdu ses parents très jeunes et qui a mis toute son énergie, tout son argent, toute sa volonté au service des autres et en particulier des opprimés pour lutter contre le mal. Parce que pour Batman, il y a effectivement le juste et l'injuste. Et ça, c'est une bonne question d'ailleurs qu'on peut demander. Moi, j'adore Batman, hein, vraiment, j'adorais Batman quand j'étais petit, par exemple. Et on pourrait essayer de savoir comment il fait Batman pour savoir qui sont les justes et les injustes. Cela dit, c'est assez facile de ce qu'il fait, c'est que les gens qui tuent pour s'enrichir ou pour semer la zizanie, en tout cas pour leur propre intérêt, Batman il les considère comme des gens injustes. Et en utilisant cette définition de l'injuste, il est plutôt inattaquable par rapport à ça.
Si on apprend que c'est des méchants qui ont fait exprès de créer le coronavirus pour que les gentils ils en souffrent, je pense que Batman pensait que le coronavirus, il faut lui mettre une bonne raclée. Sinon, il va investir énormément d'argent dans la recherche pour aider les gens parce que quand même c'est un bon gars, quoi. Question corollaire, est-ce qu'il y a des gentils et des méchants? Est-ce que les infirmiers sont les gentils? Bill Gates qui voudrait proposer un vaccin en investissant massivement dans la recherche serait le méchant qui veut prendre le contrôle et ainsi d'une œuvre caricative, entre guillemets, en faire un produit carrément pour le profit du business, quoi. Ça relève un peu d'une sorte de théorie du complot déjà, donc bon, voilà. Mais enfin, quand bien même il l'aurait pas prémédité, et quand bien même c'est ce qui se passerait, à savoir il investit énormément pour trouver un vaccin, et puis ensuite il va en bénéficier. Je crois que quelqu'un comme Bill Gates qui a énormément d'argent et qui est la première fortune du monde, on peut pas penser Bill Gates sans qu'il ait ça en tête. Et son action, quand bien même elle serait pour sauver l'humanité, elle serait aussi, je crois, c'est difficile de l'en séparer, nécessairement penser en termes aussi de profit financier. Donc par rapport à ça, est-ce que Bill Gates est un gentil ou un méchant? On peut lui accorder toutes les bonnes intentions gentilles du monde, et je crois qu'on ne peut pas lui enlever l'intention qui va avec lui, à savoir faire du profit sur ce vaccin. Par exemple, s'il arrive à le commercialiser, le trouver, si l'épidémie perdure, etc. C'est pas, alors, donc c'est un peu à... Ici, là, on peut séparer Batman de Bill Gates, par exemple. Parce que Batman, lui, pour le coup, on connaît le caractère de Batman, il investirait pour trouver le vaccin, mais il ne demanderait rien en retour. Ce serait un peu l'acte désintéressé. Alors que Bill Gates, même si au départ l'acte est désintéressé au sens sauver les autres êtres humains, c'est difficile de le décrocher de son intérêt personnel. Quoique Batman sert aussi son propre intérêt, parce que sûrement que Batman prend énormément de joie à sauver les opprimés. C'est ça qui le nourrit. Bill Gates, ça peut le nourrir aussi, mais on sait que ce qui le nourrit aussi, c'est quand même les milliards de dollars. Et en ce qui concerne les infirmiers, par exemple, est-ce que ce seraient les serviteurs du bien? Je crois que ça fait plaisir à tout le monde de dire que oui. Je crois que les infirmiers sont nécessaires dans nos pays, enfin pour le quotidien de tout le monde, et pas seulement en période de coronavirus. Donc tant mieux si leur profession est mise en avant parce qu'ils sont là pour aider des gens. Mais je crois que c'est pareil, encore une fois, ils ont comme Bill Gates, comme Batman à leur caractère propre, chaque infirmier a son caractère propre. Certains sont infirmiers parce que c'est comme ça qu'ils sont contents de se faire de l'argent, certains sont infirmiers et le reste parce qu'ils ont besoin de payer leurs factures et donc ils ont besoin d'un job et dans ce job ils sont compétents. D'autres sont infirmiers par passion, d'autres sont infirmiers par tradition, et ça existe, des parents qui étaient infirmiers, ils leur ont donné, enfin en tout cas dans le milieu médical, ça leur a donné envie d'aider les gens. Donc vocation, passion, intérêt, tout ça c'est lié, donc de la même manière que... Enfin non pas tout à fait de la même manière, mais c'est-à-dire en tout cas, chaque infirmier entraîne avec lui aussi, enfin porte avec lui tout le caractère, en tout cas tout ce qui fait qu'il est devenu infirmier, tout ce qui fait qu'il est infirmier aujourd'hui. Et donc c'est au regard de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il est capable de donner, qu'on peut estimer, comprendre l'action bonne ou mauvaise qu'il est en train d'accomplir. Enfin, quoi qu'il en soit, on pourrait dire que l'infirmier accomplit une bonne action quand il fait son travail et que quelque part, on n'a pas forcément besoin de connaître ses motivations profondes parce que avec le salaire d'un infirmier, contrairement au salaire que pourrait récolter, enfin tout salaire, au bénéfice que pourrait récolter Bill Gates d'un vaccin, l'infirmier, lui, il a juste son salaire à la fin du mois. Et donc ça nous suffit pour dire qu'en fait, un infirmier qui fait bien son travail, il accomplit de bonnes actions. Alors que un Bill Gates qui, lui, dès qu'il fait des bénéfices, là tout de suite, il y a un peu une sorte de problématique qui apparaît. Est-ce que cette problématique qui fait qu'on considère différemment les infirmiers, même pris chacun dans leur individualité avec Bill Gates, c'est-à-dire tel infirmier X par exemple, comparé à Bill Gates, on va dire facilement l'infirmier est dans la bonne œuvre parce qu'en fait il accomplit son métier, sa tâche, et sa tâche c'est celle d'être au service des gens et qu'il n'en tire aucun bénéfice, en tout cas pas plus que d'habitude, à savoir son salaire à la fin du mois est le même. Alors que Bill Gates, si par exemple il trouve le vaccin, il sera dans une logique d'investissement et retour sur investissement, donc bénéfice. Ça, c'est l'énorme différence entre chaque individu infirmier et Bill Gates. Et est-ce que c'est dû au choix que fait Bill Gates, c'est-à-dire ses combats?
tant que la logique de Bill Gates c'est d'avoir ce retour sur investissement, quel que soit son combat, il sera dans cette logique. Et donc du coup, quel que soit son combat, dans une logique de retour sur investissement, donc bénéfice, il sera toujours soupçonné d'être autant intéressé par son investissement d'origine, c'est-à-dire le sujet pour lequel il investit, que par le bénéfice qu'il en récoltera. C'est qu'au prix d'un changement total de façon de faire que ça pourrait être considéré comme une bonne œuvre. Dernière question, est-ce que les capacités naturelles de nos enfants sont brimées, ou en tout cas transformées peut-être, par les institutions? Dans la question qui m'est posée, il y a des mots qui qualifient ces capacités naturelles de l'enfant. C'est très difficile pour moi de parler d'un état naturel, mais il y en a un en particulier qui retient mon attention, c'est l'envie de faire par soi-même. Alors je ne sais pas si c'est déjà une capacité, parce qu'avoir envie de faire quelque chose, c'est pas être capable de faire quelque chose. Mais je crois qu'effectivement, j'ai remarqué ça chez tous les enfants que j'ai rencontrés dans ma vie. Ils ont tous envie, effectivement, de faire par eux-mêmes quelque chose. Alors est-ce qu'ils en sont capables? Je ne sais pas. En tout cas, ils en ont envie. Bref. Je vais uniquement utiliser cette envie de faire par soi-même pour répondre à la question. Je ne vais pas utiliser le mot capacité naturelle, parce qu'encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par exemple, capacité naturelle quelconque. Dès lors qu'on parle de capacité, pour moi, c'est quelque chose qui s'acquiert. Donc, naturellement, je crois qu'on est capable de rien. On est obligatoirement en train d'apprendre quelque chose, etc. En revanche, c'est vrai que cette envie de faire les choses par soi-même, je pense qu'on peut en discuter, mais je crois qu'on peut essayer de lui accorder une valeur d'hypothèse à développer. Donc c'est ce qu'on s'amuse à faire là. Est-ce que les institutions font en sorte de nous empêcher d'avoir envie de faire les choses par nous-mêmes? La difficulté, c'est que autant on a envie de faire les choses par soi-même, autant j'ai trouvé ça chez l'être humain en général, peut-être moins chez les enfants que chez les adultes, on aime bien quand les choses sont faites comme ça, où on n'a pas d'effort à faire. Par exemple, on aime bien aller au restaurant parce que ça nous évite de cuisiner, et puis cuisiner c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour en général, si on a la chance d'avoir à manger, et puis ça peut être un peu chiant. Donc une capacité, c'est être capable de faire quelque chose. Et annihiler une capacité, ce serait nous rendre incapables de faire cette chose. Ou alors de nous l'apporter déjà faite sur un plateau. Et je crois que ce qui se passe beaucoup avec les institutions aujourd'hui, c'est qu'elles veulent nous apporter déjà quelque chose sur un plateau, en nous faisant croire que cette chose-là, c'est celle-là qui compte. En faisant ça, en nous apportant déjà quelque chose sur un plateau, on se dit, mais en fait, j'ai aucun effort à fournir, c'est déjà là. Et si on n'a pas d'effort à fournir et que c'est déjà là, on ne fait pas d'effort. Combien de jeunes gens, par exemple, sont passionnés par les jeux vidéo? J'adore les jeux vidéo aussi, dans un certain sens. Des fois, ça peut me faire passer des heures entières à être focalisé sur ça. C'est déjà sur un plateau, avec une petite manette, je suis capable de faire des actions extraordinaires. Je sais pas comment ça marche et tout, et je suis dans un monde fantastique. Bon, ben j'y vais. Je développe pas tellement mon imagination. Je développe une aptitude avec le joystick, à évoluer dans un monde qui a déjà été pensé par un autre, et donc je découvre ce monde. Ça a son intérêt, hein. Mais je ne suis pas très actif. Peu me laisser de place pour prise de recul. Ok, quand le jeu vidéo est terminé, je peux peut-être réfléchir au jeu vidéo, mais quand j'y suis à fond, et puis je joue, quoi. C'est différent quand je lis un livre, par exemple. Quand je lis un livre, déjà la lecture, je peux m'évader pendant la lecture, sans qu'il y ait écrit Game Over quelque part, ou qu'il y ait une musique qui me dise tu te remets au jeu, sinon tu vas mourir, ou alors, j'en sais rien, la course s'arrête et il y a un voyant qui s'allume. Non, quand je lis, je peux d'un coup m'évader, partir juste comme ça. Je peux prendre du recul aussi sur le moment, en ayant le livre, relire la même phrase 20 fois, etc. Et donc, exercer cette capacité de compréhension des choses. Et donc, du coup, si les enfants ont envie de faire les choses par eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'apprendre, mais ça implique, l'envie de faire des choses, ça implique la capacité d'apprendre quelque chose. Et apprendre quelque chose, ça implique aussi de faire des efforts. Donc, les enfants, au départ, ils ont envie de faire quelque chose. Pour ça, ils doivent apprendre à faire quelque chose, ils doivent apprendre à faire des efforts. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à nous dire, vous pouvez, sans fournir d'efforts, profiter de telle et telle chose. Et ça, c'est peut-être un danger. Et c'est à nous, adultes responsables, dès qu'on est au contact des enfants, de nos enfants, ou des enfants dans l'école, dans la rue, dans un parc, d'essayer de penser à ça, c'est-à-dire, ok, je vais jamais essayer de faire à la place d'eux, mais je vais essayer de lui faire comprendre qu'il y a des efforts à faire pour arriver à telle ou telle chose. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette quatrième pensante. J'ai juste une dernière remarque par rapport à l'internaute et Batman. Batman, c'est effectivement son symbole, c'est la chauve-souris. Et effectivement, ça pourrait être aussi une des causes du début de l'épidémie. Donc je pense que par rapport à ça, Batman serait un peu meurtri au plus profond de son être. Voilà. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez bien aimé, partagez. Vous pouvez mettre un commentaire, me poser une question pour la prochaine fois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.